Merci beaucoup, Boris, et merci à vous tous, que vous soyez en ligne, que vous soyez ici. C'est vraiment un plaisir chaque année de revenir sur ces colloques, sur les jeux, et cette année encore plus parce que c'est un congrès qui s'intéresse aux jeunes chercheurs. Donc, c'est vraiment intéressant parce que, voilà, c'est intéressant que les jeunes arrivent, parce que c'est ceux qui vont rester après, et qui nous amènent toujours euh, des présentations très intéressantes et originales. Donc voilà, j'ai le plaisir de pouvoir présenter deux personnes. Donc je vais commencer par le premier intervenant qui est Elias Lugei, que je connais parce que c'est un étudiant, un ex-étudiant de Nanterre. Donc il a fini il y a 2 ans, un an, psychoclinique empirique et TCC. Et là, il est psychologue à l'hôpital, en pédiatrie à l'hôpital des Mantes-la-Jolie. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un travail pendant son Master 1 et son Master 2 sur les jeux vidéo et l'intégration du gambling par les gaming, donc les loot box. Donc, c'est un travail qui est très intéressant parce que c'est un travail qui explique les mécanismes, en fait, de l'intégration du gambling dans le gaming et qui va être, on espère bien, publié bientôt. Donc, je donne la parole il y a 20 minutes à partir de maintenant. Je ne me persévère là pour les temps. Ok. Bonjour à tous, merci d'être ici. Donc oui, voilà, effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter cette recherche qu'on a pu mener. Donc moi, Elias Loudriri, mais aussi Rafika Zebdi et Lucia Romo sur ce thème. Donc quand le gambling s'invite dans le gaming, une étude sur l'utilisation des lootbox en population générale. Donc, ah, je crois que je fais une bêtise. Voilà, excusez-moi. Donc, les loot box, comme l'autorité de régulation des jeux en ligne le définit, vous l'avez là, je vais vous la lire. Les loot box ce sont des coffres à butin dont l'ouverture payante, souvent, donne la possibilité d'obtenir aléatoirement un objet virtuel utile ou indispensable à la progression dans un jeu vidéo. Donc, une composante, un mécanisme qui est apparu assez récemment quand même dans les jeux vidéo, qui a moins de 10 ans. C'est difficile de savoir l'origine exacte parce que c'est l'issue de plusieurs formes qui ont évolué avec le temps, mais en tout cas, ça a vraiment moins de 10 ans. Et donc, concrètement, c'est quoi? C'est dans un jeu vidéo, on peut payer une certaine somme d'argent virtuel, qu'on peut généralement aussi obtenir avec de l'argent réel, qui va nous donner une petite chance d'avoir un objet, donc qui peut être un objet cosmétique ou un objet pratique, qui va nous donner un avantage, donc soit directement dans le jeu, soit visuel par rapport aux autres joueurs, et donc qui se caractérise notamment par l'aspect aléatoire de la récompense. C'est-à-dire qu'on peut avoir des récompenses assez communes ou des récompenses rares, des récompenses ultra rares, comme on va le voir. Donc, c'est généralement obtenu gratuitement au début. C'est aussi un petit peu pour inciter les joueurs en quantité limitée. Puis après, peuvent être achetés avec de l'argent réel dans la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions, mais c'est généralement comme ça. Donc aujourd'hui, c'est 58% des jeux les plus joués sur Google Play, 59% sur l'App Store et 36% sur Steam, qui est une plateforme de distribution de jeux vidéo sur ordinateur. Si je vous ai mis ces chiffres, c'est pour bien comprendre l'ampleur du phénomène aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est un phénomène qui a vraiment explosé au public, notamment en 2017, fin 2017, où il y a eu une grosse polémique, notamment autour d'un jeu qui est sorti où les lootbox existaient déjà, mais c'est à ce moment-là où les joueurs se sont vraiment rebellés un petit peu contre le système et se sont rendus compte que qu'il y avait quand même un problème avec cette pratique, en tout cas. Donc c'est vraiment à partir de 2017 que vraiment on a commencé à en parler sérieusement comme problématique. Voilà, ça a vraiment été une grosse polémique au point qu'aujourd'hui en Belgique notamment elles sont interdites et qu'on continue à en parler encore, on continue à parler encore aujourd'hui, et encore une fois pour un phénomène qui a vraiment moins de 10 ans. Donc c'est quand même un gros boom dans le jeu vidéo, dans le marché du jeu vidéo, dans la pratique du jeu vidéo, puisqu'aujourd'hui elles représentent presque plus de la moitié elles sont présentes dans plus de la moitié des jeux vidéo. Ça a aussi fortement facilité l'accès aux jeux en ligne présentant des éléments de jeu de hasard et d'argent, donc de JDAH, et ça a banalisé l'usage de ces derniers, en particulier chez les jeunes adultes hommes. Donc là, je vous parle un petit peu des conséquences de cette émergence.
Et un autre point très intéressant sur les lootbox, c'est qu'il montre aussi, enfin, qui souligne l'importance de bien les comprendre et toutes les questions qui tournent autour, c'est que la moitié des revenus du marché des lootbox sont générés par seulement 5% des joueurs. Donc à peu près plus de 89 euros par mois. Certaines études aussi, notamment en 2019, comme je vous ai dit, c'est vraiment des études qui vont arriver après 2017 avec cette grosse polémique. On a vu qu'elles étaient quand même, il y avait quand même un facteur prédicteur du GIA-achat chez les jeunes entre 16 et 18 ans qui représente aussi une énorme part donc, financière du marché. Voilà. Donc depuis 2018, suite à la polémique fin 2017, il y a de nombreux pays qui se sont intéressés à la régulation des lootbox, donc à l'interdiction totale comme la Belgique, à la simple obligation d'afficher les probabilités de gain. En France, selon l'Argel en 2017, la définition de ce qui constitue un jeu d'argent et de hasard, parce que c'est dans cette optique-là qu'on a voulu réguler, elle est trop étroite et exclut vraiment la majorité des jeux intégrant des loot blocks de la classification. Et donc, ça les protège des contrôles, des régulations et toute forme de compte rendu en fait à la société, aux joueurs, etc. Donc, en France, il n'y a aucune loi qui a été adoptée encore aujourd'hui, bien qu'il y ait eu énormément de réflexion, de demandes, de questions. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de choses qui ont été vraiment faites pour réguler. Donc, c'est ce que je vous dis juste après. Elles sont très peu réglementées dans le monde de manière globale et facilement accessibles à tous sans contrôle ou protection des individus vulnérables. Donc, individus vulnérables, on va parler, bon, évidemment, des gens qui sont déjà atteints d'un trouble du jeu vidéo ou du GHA, mais surtout, notamment, on pense aux enfants, en fait. Donc, le marché s'est plutôt tourné vers l'autorégulation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les mesures d'autorégulation ne peuvent pas remplacer la régulation législative des États sur les lootbox. Je vais vous parler un petit peu du lien entre lootbox et gambling. Donc, on a déjà vu ce matin, mais le jeu pathologique de hasard et d'argent, c'est une pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu provoquant une souffrance significative chez l'individu. Voilà, selon le DSM-5, c'est simplifié, c'est pour bien comprendre. Aujourd'hui, c'est simple, on voit une corrélation positive entre la consommation de lootbox et le JHA. Les joueurs eux-mêmes perçoivent les lootbox comme un JHA, c'est-à-dire que quand on demande aux joueurs, ils le définissent eux-mêmes comme un jeu d'argent et de hasard, ils se rendent compte qu'ils mettent de l'argent pour une composante aléatoirement avec une récompense aléatoire, ils le savent, ils le disent eux-mêmes. Et même dans la structure entre un jeu de hasard et d'argent et les lootbox, il y a quand même pas mal de similitudes structurelles entre les deux, en fait, au niveau des composantes que ça va induire chez les joueurs. Cependant, il faut quand même pas faire de l'amalgame. Il y a quelques différences entre ces deux pratiques. Les facteurs de risque et de protection face à la pratique à risque peuvent différer, à part le fait d'être un homme. Le fait d'être un homme, ça, c'est pour les deux pratiques, c'est un facteur de risque. Et l'argent dépensé n'est pas nécessairement un indicateur de bonne santé ou de souffrance psychologique. Quelqu'un qui dépense beaucoup, quelqu'un qui dépense peu dans les lootbox, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de souffrance ou moins de souffrance. Donc, de manière générale, aussi, chez les joueurs, il y a une confusion entre les risques des deux activités, en fait. Euh, Maintenant, un petit peu de lien entre le lootbox et le jeu vidéo, directement. Donc, le trouble du jeu vidéo, qu'on peut appeler aussi gaming disorder, c'est un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou jeux numériques où le joueur perd le contrôle sur sa pratique, accorde au jeu une priorité supérieure aux autres centres d'intérêt et activités quotidiennes, et par la persévérance dans le jeu, malgré les répercussions dommageables. Donc, très simplement, c'est quand il y a des conséquences sur les autres aspects de sa vie, professionnelle, familiale, et que le joueur, malgré ça, n'arrive pas à sortir ou à diminuer une pratique pour lui rendre euh, une vie plus agréable et plus adaptée, en fait. On n'est pas nécessairement sur le temps de jeu, on est vraiment sur la souffrance générée et l'adaptation au reste de sa vie professionnelle ou familiale, pardon. Donc, selon une revue systématique en 2021, il y a au moins la moitié des études qui montrent un lien entre l'utilisation à risque du jeu vidéo et l'achat de lootbox. L'achat de lootbox chez les adolescents en plus est positivement plus corrélé à l'utilisation pathologique du jeu vidéo en ligne que chez les autres catégories d'âge. Donc le fait d'être jeune est aussi un facteur euh, de vulnérabilité en fait chez les joueurs. Donc c'est ce que je dis aussi en dessous, tout en précisant que c'est aussi eux qui dépensent le plus d'argent, les 16-24 ans, les adolescents et jeunes adultes. Et donc, les joueurs présentant des symptômes d'un trouble du jeu vidéo en ligne sont plus enclins à acheter des lootbox. Les signes ou les comportements d'usage pathologique du jeu vidéo en ligne ou des JHA se trouvent plus souvent chez les joueurs qui dépensent plus d'argent dans les lootbox. On voit plus de symptômes, mais c'est pas pour autant qu'ils sont plus en souffrance, comme je vous le disais avant. Ce
qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu que cet effet-là a été renforcé par l'isolement dû au confinement et à la peur de la contamination au moment du Covid-19. Aussi un petit point au niveau des souffrances, l'achat excessif de lootbox renforce les difficultés financières des joueurs présentant un trouble de jeu vidéo. Dans le trouble de jeu vidéo, il y a déjà il peut y apparaître des souffrances liées aux difficultés financières, à l'achat de jeux vidéo un peu compulsif. Les lootbox aggravent ce symptôme du trouble du jeu vidéo. Un petit point que j'ai trouvé aussi intéressant au niveau de l'e-sport, donc des joueurs de jeux vidéo professionnels, ils semblent présenter les mêmes facteurs de risque au développement du trouble de jeux vidéo, mais ils sont bien moins vulnérables à l'achat de lootbox et aux symptômes psychiatriques associés, comme la dépression ou l'anxiété, comparé à leur temps de jeu. C'est-à-dire que même s'ils jouent plus, c'est pas proportionnel aux symptômes et à la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Au niveau des motivations à acheter des lootbox, ce qui est intéressant, c'est que l'identification des motivations du jeu d'argent et de hasard peut prédire l'utilisation à risque d'utiliser ce dernier. Donc, on peut logiquement se demander si c'est la même chose pour les lootbox. Et les motivations de non-engagement au jeu d'argent et de hasard et aux lootbox sont assez similaires. Donc, la peur de l'addiction, le désintérêt, les finances et l'accessibilité, c'est ce qui va protéger les gens de s'engager dans le jeu d'argent et de hasard et aux lootbox. Aussi, une étude intéressante en 2021 qui identifie 7 thèmes d'achat principal chez les joueurs, d'achat de lootbox pardon, chez les joueurs. Donc, très brièvement, il y a l'expérience d'ouverture, la valeur du contenu, quelle valeur ils accrochent à la récompense qu'il peut y avoir dedans. C'est pas forcément au niveau de la rareté, mais ça va aussi être au niveau de comment ça peut les impacter dans leur jeu. Les éléments directement liés au jeu, le facteur social, l'émotivité, l'impulsivité, la peur de manquer une occasion. Et le 7e thème, c'était tout ce qui allait être déclencheur, facilitateur. C'est les éléments extérieurs qui allaient pouvoir augmenter ses vulnérabilités ou renforcer les motivations. Donc à partir de ça, à partir de ce constat, on a monté une étude dont on avait 3 objectifs. Donc le premier était de déterminer des corrélations entre les dimensions de motivation à l'achat et l'intensité d'usage problématique du jeu d'argent et de hasard et du jeu vidéo, toujours dans l'achat de lootbox. En deuxième, on avait d'étudier un lien entre les sommes dépensées et les différents types de motivation à l'achat de lootbox. Et enfin, de proposer à partir des résultats une visée plus globale de la présente étude, des préconisations pour les joueurs et pour l'industrie sur comment, vu qu'on est dans une politique d'autorégulation, comment en attendant, qui pouvait être mis en place pour protéger les joueurs et d'abord, d'un point de vue des joueurs et aussi d'un point de vue de l'industrie. Pardon. Donc, on a mené cette étude entre avril et mai 2022. Donc, c'était une enquête en ligne avec 57 questions de environ 13 minutes. Donc, on avait 222 participants d'au moins 18 ans et dont on demandait d'avoir joué au moins un jeu vidéo incluant des lootbox depuis 12 mois. Dans cette étude, on a inclus 3 questionnaires et des items démographiques pardon, et sur les habitudes d'achat des joueurs. On avait l'indice canadien du jeu excessif, on avait l'IGDT pour le gaming disorder, pour le trouble du jeu vidéo, et on avait la RAF, qui est une échelle qui a été validée en anglais, on a rétro-traduite, mais qui n'est pas encore validée en français, et qui reprend l'étude que je vous ai présentée avant avec les 7 thèmes principaux, et qui permet donc de classifier les motivations des joueurs qui achètent des lootbox. Voilà. Donc, au niveau des résultats, on avait donc 220 personnes, comme je vous ai dit, 212 hommes et 8 femmes, âgés de 18 à 58 ans. Je vous ai mis aussi un petit peu des chiffres pour des données sociodémographiques. Donc, on avait majorité de célibataires, environ 40% d'étudiants et 58 personnes, ce qui représente 27% de diplômes de master, diplôme approfondi. Voilà, c'est les catégories de l'INSEE, mais je pensais que c'était intéressant de pouvoir vous les présenter. Donc, au niveau des résultats, non, pardon, toujours des statistiques, ça c'est au niveau des seuils de l'ICGE, de l'IGDT, aussi des questions secondaires. Donc voilà, on a quand même remarqué qu'au niveau du trouble du jeu vidéo, on avait quand même 98,6% de nos participants qui n'étaient pas à risque. Par contre, c'est au niveau de l'indice canadien du jeu excessif où là,
On le voit un petit peu plus. Il y a quand même une majorité de gens, 41,8%, qui n'ont pas de problème, mais le faible risque, 33,6%, risque modéré, 21,8%, et le problème de jeu, 2,7%. Voilà. En dessous, c'était au niveau des habitudes, c'était surtout pour voir au niveau des réseaux sociaux, comment les joueurs, quand ils consommaient des lootbox, à quel moment ils les achetaient. Donc, on a essayé de regarder ça par rapport au visionnage du contenu d'influenceurs et des fréquentations au moment où ils ouvraient les lootbox. Voilà. Ça, c'est donc nos résultats. C'est brut comme ça, mais donc c'est une matrice de corrélation grâce à laquelle on a pu voir que les sous-échelles de la motivation les plus corrélées, c'est globalement distraction, compulsion et la peur de manquer pour le trouble de jeu vidéo. C'est-à-dire que concrètement, les joueurs qui ont le plus de symptômes du trouble de jeu vidéo sont ceux qui ont les motivations à acheter se rapprochant le plus de la peur de manquer et de la distraction et de la compulsion. Pour voilà, pardon. Ça, c'était au niveau de notre deuxième objectif. Et donc, ça cherchait à savoir les joueurs qui dépensaient le plus de sommes d'argent, à quel type de motivation était rattaché leur achat. Et pour ça, on a vu que c'était les sous-échelles de pression sociale et de progression dans le jeu. Voilà. Donc, la discussion au niveau de l'interprétation des résultats. Donc, on a d'abord une confirmation du lien entre l'achat des lootbox, le jeu de hasard et d'argent et l'utilisation à risque de jeux vidéo. Ça, c'est vraiment le premier truc qu'on a vu dans la matrice de corrélation qu'on a pu voir. L'importance de la motivation dans la pratique du jeu au sens large. C'est que la motivation, c'est quand même un facteur qui est peu étudié, mais qui reste central dans la pratique du jeu vidéo. On a remarqué aussi que ces sources de motivation sont inégalement réparties entre les joueurs. Et donc pour nos objectifs, les joueurs achetant des lootbox pour des raisons comme la peur de manquer ou pour se distraire avec une composante compulsive sont le plus enclins à présenter les symptômes du trouble du jeu vidéo en ligne, comme ce que je vous ai dit. Et je vous répète pareil en dessous pour le jeu d'argent et de hasard. Ce sont ceux qui ont la peur de manquer, la progression et aussi la recherche de sensations et de plaisir qui présentent le plus de symptômes de jeu d'argent et de hasard. Voilà, ça c'est répétition. Au niveau des limites de notre recherche, je pense que, bon, vous l'avez vu, il y a quand même un manque de représentativité au niveau du genre. 212 hommes pour 8 femmes, bon, on l'a pas choisi, mais c'est quand même dommage, ça mériterait de se pencher un petit peu plus sur peut-être un peu plus qualitativement ou chercher expressément plus de femmes. Après, c'était une étude en ligne de population générale tout venant, mais on n'a pas choisi, mais c'est vrai que c'est dommage quand même. Il y a voilà. Donc voilà, ça reste une recherche quantitative, une recherche un peu plus qualitative serait intéressante. Ça reste aussi de l'auto-observation, comme vous le savez. Donc les questionnaires, ils le remplissent tout seuls sur Internet. Donc ça, c'est aussi soumis à l'insight et à la vision qu'ils ont d'eux-mêmes et de leurs dépenses, de leur pratique du jeu vidéo. La rafle aussi, c'est un outil, comme je dis, qui a été validé en anglais, pas validé en français, et qui peut présenter quelques problèmes, notamment au niveau des différentes échelles de motivation qui peuvent parfois être un petit peu trop corrélées. Donc au niveau du futur de la recherche, une catégorisation et une définition précise de ce qu'est une lootbox, ça peut être intéressant parce qu'on se rend compte que la lootbox est vraiment extrêmement variée et que ça prend pas forcément la forme d'un coffre box, ou ça peut prendre la forme d'un paquet de cartes, ça peut prendre la forme de plein de choses différentes. Donc des études aussi qualitatives. Euh, on a trouvé aussi que lier l'achat et l'état émotionnel de l'acheteur au moment de la consommation, c'est quelque chose qui pourrait être important parce qu'on n'a pas du tout parlé des émotions dans l'étude. Et là, les influences et réseaux sociaux. On n'a pas eu assez de données significatives ou intéressantes, mais il y a quand même eu un point soulevé au niveau des réseaux sociaux, des campagnes marketing, de l'influence, des influenceurs, de l'aspect social aussi, le fait qu'on peut, dans certains jeux, on peut partager ce qu'on a eu euh, et des amis. Donc ça, c'est quelque chose pour le futur, on pense que ça peut être intéressant. Donc enfin, comme je l'avais dit, le dernier objectif, les préconisations de prévention et de protection des joueurs les plus vulnérables. D'abord, nous pensons qu'exclure les objets obtenables en quantité limitée ou obtenables seulement sur une période donnée des lootbox, c'est quand même quelque chose qui est primordial.
ce qui rejoint la catégorie peur de manquer, la motivation, c'est-à-dire que la peur de manquer, pour expliquer un petit peu plus, c'est les joueurs qui vont acheter en se disant, si j'ai pas la récompense maintenant, peut-être qu'elle reviendra jamais, peut-être que je l'aurai plus jamais, donc il me la faut maintenant. Et ça, on voit que c'est quand même une grosse composante des motivations à l'achat. Donc, préciser que les objets pourront revenir sur des périodes estivales ou périodes données, pas faire des objets exclusifs qui reviendront jamais, c'est quand même, c'est quand même important. Il y a même certains jeux qui ont commencé à le faire, ce qu'on peut appeler en anglais la prévention du FOMO, Fear of Missing Out. Une sécurité pour les joueurs le souhaitant permettant de décaler le temps entre l'impulsion et l'achat. Donc là, c'est vraiment pour la distraction compulsion. Il peut y avoir ça aussi, notamment avec Apple, où il y a un code à rentrer, où il y a des fois on peut mettre même un timer ou des sécurités parentales, il faut les enlever. Tout ça, ça décale le temps entre l'achat et l'impulsion, et ça peut aider les joueurs à se résigner, en fait, tout simplement. Des programmes de sensibilisation et de prévention sur les jeux d'argent et de hasard, et particulièrement sur les lootbox dès l'enfance. Bon, ça me paraît assez clair. Et une transparence sur le taux d'obtention des objets, sur les prix et les dépenses des joueurs. Ça, voilà, c'est donc les probabilités d'obtention des objets. Il y a encore très peu de jeux qui le font. Il y a des jeux qui le font de manière trop imprécise, de manière trop floue, en précisant que le taux d'obtention d'une catégorie d'objets ou précisant avec juste une décimale, alors que des fois, ça peut atteindre des 0,005%. Effectivement, si on met 0, juste une décimale, c'est pas du tout représentatif. Et pareil sur les prix et les dépenses des joueurs, c'est ce qu'on appelle des microtransactions généralement les lootbox, c'est-à-dire on va pousser le joueur à faire plusieurs petits paiements que plutôt un gros paiement. Du coup, il va mettre 10 fois 10 euros au lieu de mettre une fois 100 euros, et à la fin, il se rend pas nécessairement compte qu'il a mis 100 euros. Une transparence sur les prix, ça serait quand même plus aidant aussi, avec une moyenne entre le taux d'obtention et le prix moyen qu'il faudrait mettre pour avoir l'objet. Je pense que nous pensons que c'est des choses qui pourront aider les joueurs à avoir un petit peu plus de conscience sur leur jeu. Voilà. Merci pour votre attention. Je pense que ça fait 20 minutes. Merci. 20 minutes. 20 minutes, 24 secondes.